Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Dimitri de Beaucoup Jets et c'est bientôt la rentrée. Donc, dans ce webinaire, je vous explique tout ce qu'il faut faire pour mettre en ordre son compte Beaucoup Jets pour la rentrée. On va voir ce qu'il y a au programme. Je vais sauter cette partie-ci parce que si vous suivez ce webinaire, je suppose que vous connaissez déjà Beaucoup Jets et ses atouts. Et si pas, n'hésitez pas à mettre en pause l'enregistrement de la vidéo et lire tranquillement les quatre piliers que vous voyez à l'écran. Donc l'objectif du webinaire, c'est de vous expliquer ce qu'il faut faire pour bien démarrer une nouvelle année scolaire, quelles sont les options et la configuration à changer, à vérifier quand on travaille avec beaucoup de widgets et quand on le fait depuis plusieurs années. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses qu'il faut changer en principe. Mais à gauche et à droite, il y a certains éléments, où il faut faire un peu attention. Donc voilà, on vous explique tout ceci en détail dans ce webinaire. En 5 chapitres, donc d'abord, comment garder les résultats pour une éventuelle inspection. Qu'est-ce qu'il faut configurer pour la rentrée? Comment passer un coup de balai virtuel, donc ranger un peu ses cours. Je vais parler un peu des groupes et dossiers et finalement quelques trucs et astuces supplémentaires qui sont toujours utiles pour une nouvelle année scolaire. Gardez les résultats pour l'inspection. Assurez-vous de pouvoir récupérer les travaux de vos élèves. Donc, c'est-à-dire les envois des élèves avec à la fois le contenu des widgets, c'est-à-dire les questions de vos quiz, entre autres, les réponses des élèves, les points et le feedback. Tout ça, vous pouvez facilement le retrouver dans vos widgets et vous pouvez même le télécharger aussi. Je vous explique comment le faire. Donc, les deux éléments, hein, chercher les résultats et puis exporter les résultats. Euh, les deux sont utiles. Quand est-ce qu'on va chercher des résultats spécifiques? Parfois, un inspecteur pourrait demander, pour un élève en particulier, des données ou l'inspecteur va vous demander de chercher pour une certaine date, une certaine période. Et ça, vous pouvez le faire. Mais ce qu'on va pas faire, c'est de donner le mot de passe de son compte BookWidgets à l'inspecteur. Ça serait pas en ordre au niveau RGPD. Donc on va le faire éventuellement quand l'inspecteur est à côté de vous, vous pouvez le faire sur votre ordinateur. Ou bien il y a cette deuxième option, exporter des résultats et puis les télécharger et transférer quelque part sur un cloud, sur un Google Drive ou OneDrive ou SharePoint ou autre, et puis partager ça avec l'inspection. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Encore une remarque. Ce que vous voyez en haut à droite, tout ce que vous faites, tout ce que vous créez en tant qu'enseignant, c'est vous qui êtes le propriétaire des widgets, des réponses, de toutes les données associées à ce matériel de cours. Attention, ceci pourrait changer, c'est-à-dire qu'on travaille sur, voilà, j'appelle l'autre participant, on travaille sur une nouvelle fonctionnalité où ce sera l'école qui va posséder le contenu, parce que dans la plupart des cas, c'est l'école qui paye la licence. Euh, et donc, ça va faciliter certaines choses, parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'écoles qui demandent à la fin de l'année scolaire aux enseignants d'exporter toutes les données et puis de les mettre sur un drive. Là, ça sera plus nécessaire. Donc là, le contenu sera d'office au niveau de l'école et les résultats aussi. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse vraiment, on a quelques écoles test et on peut en accepter d'autres aussi. Mais actuellement, c'est pas encore le cas. Et donc, comme c'est expliqué ici, tout le contenu, tous les widgets, tous les résultats, tous les points et tout le feedback se trouvent sur votre compte et vous en êtes le propriétaire. Je vais vous expliquer tout ceci hein, et montrer tout ceci dans l'interface de BookWidgets. Donc là, je suis déjà connecté à mon compte BookWidgets. La plupart des choses que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi à partir de votre plateforme d'apprentissage, que ce soit Google Classroom, Teams, Smart School ou autre. Il y a certaines options que je vais présenter qui sont accessibles uniquement via le site web. Et donc là aussi, je suis
sur le site web de BookWidget. Je ne travaille pas à l'intérieur d'une plateforme numérique, même si mon compte est lié à une plateforme numérique. Je me suis connecté via le site web et je vais aller sur corriger et il y a une fonctionnalité que vous ne connaissez peut-être pas encore, c'est la possibilité de cliquer sur la loupe, pardon, pour rechercher des résultats. Et comme je disais, ici, on peut chercher des résultats de certaines périodes spécifiques. Par exemple, l'inspection vous demande de montrer tous les travaux pour une certaine classe, tout ce qui a été soumis après le 1er janvier 2025 et jusqu'à aujourd'hui, on va chercher et je retrouve ici la liste de tous les travaux, tous les envois et je peux cliquer dessus et s'il y a des choses que l'inspection aimerait voir en détail, ben, on va cliquer dessus et on peut montrer tout l'exercice avec le feedback, les points et tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a dans cette fenêtre de recherche une option avec étoile. Donc on va chercher tous les travaux que j'ai marqués avec une étoile et vous allez voir qu'il n'y a plus grand-chose, mais il y a ici un examen comme c'était important ou comme c'était peut-être un très bon exemple de ma démarche pédagogique et comment j'utilise beaucoup de pour l'évaluation. Ben, je l'ai marqué par une étoile ici et le jour où l'inspection passe, ben, je vais filtrer sur avec étoile oui et j'ai toujours cette période qui est active et on va plus facilement retrouver les travaux que j'ai au cours de l'année scolaire ou même pendant plus longtemps marqués plutôt par une étoile. Donc il y a ça comme critère de recherche, renvoyer oui ou non. On a les dates, on peut chercher en fonction de la classe, du nom de l'élève et ainsi de suite. Donc c'est assez puissant, il y a beaucoup de possibilités ici. Je retourne au niveau de l'onglet corriger. Il y a aussi les trois petits points en haut à droite et il y a l'option exportation de résultats. Et ici, vous pouvez exporter tous les résultats d'une période spécifique. Par exemple, toute l'année scolaire qui vient de se terminer, donc du 1er, plutôt du 26 août 2024 jusque, parfait, 20 août 2025, on va l'exporter. Cela peut prendre un certain temps, surtout si vous avez beaucoup de widgets, ça peut même prendre plusieurs heures, ce n'est pas grave, vous pouvez fermer l'onglet et revenir plus tard. Il va vous sortir un fichier zip, hein, donc .zip. C'est un fichier, un dossier comprimé que vous pouvez développer pour avoir tout le contenu. Et ce dossier, vous pouvez le mettre sur un OneDrive ou sur un Google Drive. Il y a des écoles qui le demandent. Et là, c'est vraiment complet. Vous avez toutes les données avec tous les widgets, y compris le contenu, le feedback, les points, etc. Donc ça, c'est un peu les deux possibilités. Il y a aussi, même si c'est moins intéressant, la possibilité d'exporter des résultats en Excel, mais ce fichier ne contient que les points, pas les réponses. Donc vous allez avoir la liste, par exemple un quiz avec 10 questions. Non, ici même, si vous faites au niveau de la classe, comme c'est expliqué ici, ou au niveau du cours, vous allez juste avoir la liste de tous les widgets complétés par cette classe et puis les points. Vous pouvez aussi télécharger des devoirs spécifiques, mais là, voilà, encore une fois, c'est que des points. Ce qui est nouveau, c'est qu'on peut aussi y avoir dedans les questions ou les consignes, mais pas les réponses des élèves. Euh, Parfois, on nous le demande, mais c'est trop compliqué à cause de la diversité des types de questions, c'est impossible d'avoir, par exemple, un glisser-déposer des images ou mettre des mots ou des phrases dans le bon ordre dans un fichier Excel. Ce sont des questions dynamiques, c'est impossible d'avoir ça dans un fichier Excel. Mais c'est possible, hein, donc au niveau d'un cours ici, vous pouvez euh, télécharger les résultats dans un fichier Excel. Voilà, Excel ou CSV. Ça prendra aussi un peu de temps, mais c'est tout à fait possible. Voilà, je l'ai déjà ici. On va voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si j'ai pris un bon exemple. Voilà.
Donc là, j'ai, pour cette année scolaire, vous voyez, 5 travaux. J'ai qu'un seul ou une seule élève dans ma classe, sinon vous avez les noms de tous les élèves ici. Et je vois le nom de l'élève, le titre de l'exercice, la date et les points obtenus, mais pas plus. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire, je vais fermer quelques fenêtres, de faire cette exportation globale ici qui prend un peu de temps. Vous voyez la liste ici et qui comprend le tout. Ok. Je vois une question dans le chat. Cela ne fait pas double emploi avec la Classroom qui est liée. Mais oui et non. Tout ce que je fais ici est en principe pas nécessaire parce qu'on peut à tout moment accéder aux résultats des années scolaires précédentes. Je peux vous le montrer et peu importe si c'est lié à Classroom ou pas d'ailleurs, c'est même pas, ça ne change même pas la donne. Je peux sans problème aller revenir ici sur des années scolaires précédentes, donc même il y a 2, il y a 3 ans et plus, je peux retrouver les envois des élèves ici. Mais le jour où vous partez de votre école et où vous allez travailler dans une nouvelle école, ben, ce serait peut-être intéressant de quand même faire une exportation et de mettre ça à disposition de votre ancienne école d'où vous partez. Comme ça, ils ont ces données si jamais il y a quelque part des éléments à revoir, que ce soit pour une inspection ou une autre raison. Comme ça, vous pouvez toujours leur donner accès. Mais merci pour la question, hein. Donc, je tiens à préciser qu'en effet, tout ce que je viens de raconter n'est pas forcément nécessaire, mais c'est bon à savoir que ces fonctions existent. J'ai envie de le présenter comme ça. Voilà. Euh, Configurer la rentrée et en particulier la date de la rentrée, c'est important pour deux choses. Tout d'abord pour retrouver les travaux par année scolaire et aussi pour configurer correctement ce qui va se passer avec des élèves qui vont éventuellement redoubler leur année, des élèves qui ont échoué l'année dernière et qui doivent repasser leur année. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Je commence par la première partie et là je vais rebondir sur ce que je viens de dire, hein. Donc si vous êtes sur l'onglet Corriger, vous avez ici en haut les données par année scolaire. Et c'est un peu comme un filtre, hein. Donc s'il n'y avait pas cette période indiquée ici, ben, la liste serait peut-être trop longue et ce serait trop compliqué de retrouver des choses par année scolaire. Là, on est un peu, aujourd'hui, on est le 20 août, donc on est un peu dans une période transitoire, j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être encore un peu entre les deux. Donc faites attention, si demain ou dans quelques jours, vous voyez plus rien du tout, c'est parce que ici, vous êtes basculé vers une nouvelle année scolaire et donc il faut revenir sur l'année précédente pour retrouver des données de l'année qui vient de se terminer. Voilà, au niveau de la date, avant, c'était beaucoup plus simple. C'était comme en Flandre où la rentrée tombe toujours le 1er septembre, tombait toujours le 1er septembre. Aujourd'hui, c'est flexible, hein. Donc cette année, la rentrée, c'est lundi prochain. Donc on sera le 23, non le 25, peu importe. Le 25, merci. Donc voilà, ici, ça tombe bien parce que j'ai mis la 25. L'année d'après, ça serait peut-être le 26 ou le 24. Je dirais peu importe, parce qu'il y a peu de chances que vous allez faire beaucoup de widgets au premier jour de l'année scolaire, hein. Donc, choisissez une date qui est proche de la rentrée et sachez que vous pouvez à tout moment vérifier et que ici, ça change pas grand-chose. C'est comme un filtre. Je peux mettre ici, pardon, je clique sur la petite flèche et je clique sur modifier et je peux indiquer que la rentrée se passe le 19 août, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui viennent d'autres parties du monde où la rentrée est beaucoup plus tôt. Ok, je mets au 19 août. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le jour où on enregistre le webinaire, on est le 20. Et donc, mon écran sera vide, ce qui fait un peu bizarre, mais je vais retrouver le tout ici.
Donc voilà, vous pouvez à tout moment vérifier modifier plutôt cette date. Sachez que cette option existe et que en soi c'est juste un filtre, ça va rien supprimer et ça ne va pas impacter les envois. Mais si vous paniquez et tout a disparu, c'est probablement à cause de ça. Voilà, ça c'est un endroit où il y a cette possibilité de changer la date de la rentrée et vous avez vu son effet. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y a un deuxième endroit, et donc ça prête un peu à confusion quand on doit faire deux fois la même chose, mais c'est pour une autre raison. Il y a un autre endroit où vous allez pouvoir configurer la date de la rentrée, et je retourne à l'interface. Vous aurez les slides, hein. Si vous regardez en live, vous allez recevoir un email. Si vous regardez en différé, n'hésitez pas à nous contacter par mail pour obtenir les slides. Donc, l'autre endroit, c'est en cliquant sur le petit bonhomme en haut à droite, je vais sur Paramètres et ici, j'ai un peu plus bas aussi la possibilité de configurer la date de la rentrée. Encore une fois, j'ai bien fait, je l'ai mis au 25 août, qui est la date réelle de la rentrée, en tout cas en Belgique francophone cette année. Et là, quel est l'effet de la date qu'on va paramétrer ici? Euh, Voilà, c'est écrit en dessous, donc je vais tout simplement lire. Si un élève ouvre un widget précédemment ouvert, après la date qu'on va sélectionner ici, le widget sera à nouveau vide. Les travaux d'élèves soumis ne seront par contre pas supprimés. C'est un peu lourd comme phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est lié aux élèves qui vont devoir redoubler, refaire leur année parce qu'ils ont échoué. Imaginons que vous avez un élève qui repasse son année chez vous et qui refait le même cours, et forcément, il y a des widgets que vous allez probablement réutiliser. Et donc, le 15 septembre, il y a un widget que vous avez utilisé l'année dernière et que vous allez partager à nouveau avec les élèves, peu importe comment d'ailleurs, que ce soit par une plateforme numérique. Je dis peu importe, c'est surtout quand vous le partagez par une plateforme numérique, mais cet élève, tous les élèves, y compris l'élève qui redouble son année, vont ouvrir le widget et le widget sera vide parce que on a choisi la date, on est au-delà de cette date et j'ai choisi l'option réinitialiser les widgets chaque année. Voilà, et je pense que c'est ce qu'on veut. Euh, Si on désactive cette option ici, euh, ou si on met la date pour une raison bizarre au 31 décembre, ben là, un élève qui a fait le même travail l'année dernière et qui va le réouvrir va très probablement voir ses réponses de l'année dernière. Et c'est ce qu'on veut pas, je pense, dans la plupart des cas, hein. On veut qu'il refasse ce travail sans connaître les réponses. Donc voilà pourquoi il y a cette option-ci. Et là, il est un peu plus important de bien choisir la bonne date, surtout si vous avez des examens de repassage ou des travaux d'été. Parce que si vous faites des travaux d'été avec beaucoup de jets, et imaginons que vous avez mis ceci au 23 août ou prenons le 22 août, et il y a un élève qui va remettre son travail d'été le 23 août, son travail auquel il avait déjà bossé un peu euh, les jours précédents. Ben, quand il va regarder le 23 août, ce sera vide. Et donc ça sera un peu dangereux. Donc voilà, encore une fois, ici, la date, c'est un peu compliqué parce que en Belgique francophone, la date n'est plus fixe comme c'était avant. Choisissez plutôt la vraie date de la rentrée ou même un ou deux jours après, parce que les premiers jours de l'année scolaire, vous n'allez probablement pas faire énormément d'activités avec beaucoup de jets et enregistrez-le. Voilà, donc étape importante. Euh, Dans la plupart des cas, ce ne sera pas très grave, ça se passe bien, mais c'est toujours une bonne idée de bien vérifier. Ok, partie suivante, passer un coup de balai virtuel. Ben, c'est tout simplement comme on range son bureau à la rentrée. On peut aussi ranger un peu et mettre un peu de l'ordre dans son compte BookWidgets. Comme j'ai déjà expliqué, les cours, les classes et les résultats sont automatiquement archivés par année scolaire
archivés, c'est peut-être pas le bon mot, mais sont classés par année scolaire et sont pas visibles tant que vous ne changez pas en haut à droite la date. Et la suppression de données n'est généralement pas nécessaire, hein. Il n'y a pas de limite de stockage, donc il n'est pas nécessaire. Votre compte ne va pas être plus rapide si vous supprimez des widgets ou des résultats, comme c'était peut-être le cas avec un ancien ordinateur. Ici, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer un coup de balai virtuel? Ranger les cours et les résultats, ranger les widgets. Il y a des configurations au niveau de votre compte. Et que faire si vous changez d'école? Je vous explique tout ça. Ben, le premier point, je me répète, je viens d'expliquer que vous pouvez changer, déjà filtrer par année scolaire, ça se fait automatiquement et vous pouvez changer la date de cette année scolaire. Donc, je ne vais plus le montrer, vous l'avez déjà vu. Il est aussi possible de masquer des cours. Ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de cours et en cours d'année, vous dites, OK, j'ai un cours ici. Je reviens sur l'onglet, dans l'onglet corriger. J'ai un cours ici que j'ai utilisé temporairement. Peut-être que c'était un cours qui a eu lieu pendant le premier quadrimestre, mais plus après. Ok, là, vous avez la possibilité de masquer le cours, comme ça le cours disparaît de votre liste. Voilà, et on peut toujours aller réafficher le cours en cliquant sur l'option en bas. Voilà, c'est pas beaucoup utilisé, mais sachez que l'option existe, que vous avez cette possibilité. Vous pouvez aussi rendre des widgets inaccessibles. Donc, si vous avez des widgets auquel vous voulez rendre l'accès indisponible, peu importe la raison, c'est possible. Vous pouvez aller dans votre liste de widgets, donc au niveau de votre compte Book Widgets, vous allez sur Créer et je prends ici un widget que j'ai déjà partagé auparavant et je vais mettre Rendre inaccessible. Voilà. Et vous avez un message d'avertissement. Le lien vers ce widget ne fonctionneront plus tant que ce widget est inaccessible. Vous pouvez à tout moment le rendre accessible à nouveau. Voilà. Et vous voyez ici qu'il est indiqué en gris et qu'il y a une petite icône qui indique que le widget a été rendu non accessible. Si jamais vous l'avez partagé dans une plateforme numérique, ben, vous pouvez encore le rendre inaccessible ici. Et même si le lien reste dans Google Classroom ou peu importe la plateforme, quand l'élève va cliquer dessus, il va voir un signe, je peux vous montrer, qui indique que le widget est non accessible. Voilà, donc ça c'est une option, encore une fois, qui n'est pas énormément utilisée, mais sachez que ça existe. Et je pense, je vais vérifier qu'on peut le faire pour plusieurs widgets à la fois. Ah non, c'est pas possible. Donc c'est au niveau des widgets individuels. Si, c'est possible, mais là, j'ai pas sélectionné de bons widgets. J'ai pris des widgets qui n'avaient pas encore été partagés. Si je prends ici des widgets qui ont un code court, ça veut dire que ces widgets ont été partagés auparavant. Là, j'ai l'option rendre les widgets sélectionnés inaccessibles. Donc, je peux le faire pour plusieurs widgets à la fois. Supprimer des widgets, en principe, on ne va pas trop le faire, mais si vous voulez mettre un peu d'ordre dans votre compte, c'est possible. Sachez que mon compte est un très mauvais exemple. J'ai une longue liste de widgets. C'est pas un exemple réaliste. Je fais beaucoup d'essais, bien sûr, hein. Je suis pas dans une situation réelle où j'utilise beaucoup de widgets en classe. Et donc, il y a beaucoup d'éléments à supprimer. Je devrais moi aussi ranger un peu mon compte et mettre un peu de l'ordre dedans. Et donc, je peux sélectionner des widgets. Et sachez que, comme je disais, quand il n'y a pas de code court, ben, ces widgets n'ont jamais été partagés avec les élèves. Donc, je peux les supprimer. Je suis assez sûr que, sauf si c'était des widgets que j'étais encore en train de préparer, mais sinon, ça va pas être très grave parce que, voilà, ce sont des widgets que j'ai pas encore utilisés avec mes élèves.
Si vous avez partagé des widgets dans une plateforme numérique, Teams, Classroom, Smart School, et vous partagez les travaux, les devoirs dans ces plateformes qui contiennent des liens vers les widgets, mais vous supprimez euh, une activité ou un devoir dans la plateforme en question, mais vous ne supprimez pas le widget de votre compte Book Widgets. Ce que vous supprimez dans la plateforme numérique, c'est le lien vers le widget, mais le widget en soi va continuer d'exister. C'est ce qui est écrit ici en bas. Ici, je me répète, hein, donc en principe, le contenu que vous créez appartient à votre employeur, mais on travaille sur un système, de plus en plus d'écoles sont demandeurs d'avoir un système où le contenu créé par les enseignants est enregistré automatiquement au niveau de l'école et les résultats aussi. Actuellement, ce n'est pas encore disponible, mais n'hésitez pas à nous contacter si votre école souhaiterait tester cette fonctionnalité. Autre point important, si vous changez d'école, gardez votre compte BookWidgets. Ne créez pas de nouveaux comptes BookWidgets. Ça se passe chaque année, on a des dizaines de profs qui le font, mais ça va compliquer les choses parce que vous aurez votre ancien compte, vous aurez un nouveau compte vide et à un moment donné, vous allez quand même vouloir récupérer les widgets qui sont dans l'ancien compte. Et ce n'est pas du tout nécessaire, même s'il y a une adresse mail de votre ancienne école associée au compte BookWidgets, même si votre compte que vous avez utilisé jusque-là est lié à une plateforme d'apprentissage ou à une licence de votre ancienne école. Tout ça, ce ne sont pas des raisons pour créer un nouveau compte parce que tout ça, on peut le changer, on peut le modifier. Donc, je vais essayer de l'expliquer en détail, mais parfois c'est un peu compliqué parce qu'il y a différents cas de figure. Ça dépend un peu de la plateforme de votre ancienne et de votre nouvelle école. Mais je vais vous expliquer les bases. Si vous êtes dans le cas où vous changez d'école et vous voulez récupérer votre ancien compte avec tous les widgets qui se trouvent dedans, et vous avez un doute quelque part, avant de passer à l'action et surtout avant de créer un nouveau compte, contactez-nous. On va vous aider à régler ça. Ça va éviter beaucoup de problèmes par après. Donc, imaginons que moi, je vais changer d'école dès la rentrée. J'ai ici mon compte et mon compte, quand je vais regarder dans les paramètres, je vois que j'ai une adresse mail qui est peut-être l'adresse mail de mon ancienne école et ce compte est peut-être aussi lié à certaines plateformes numériques de mon ancienne école. Ici, encore une fois, je suis dans une situation un peu fictive. Je suis associé à 5 ou 6 plateformes différentes, c'est un peu abusé. Dans une vraie situation, je pense que c'est une ou deux plateformes, mais le principe reste le même. Donc, si vous changez d'école et là, vous avez l'adresse mail de votre ancienne école, vous pouvez tout simplement modifier l'adresse mail ici et vous mettez l'adresse mail de votre nouvelle école. Ou éventuellement même votre adresse mail privée. On sait que les écoles vont souvent préférer que les enseignants utilisent le plus possible leur adresse mail professionnelle pour tout ce qui est lié au travail, mais ici, j'ai envie de dire que dans certains cas, c'est plus intéressant de mettre son compte professionnel parce que si son compte personnel plutôt, son Gmail ou Hotmail ou autre, parce que si dans 2 ans vous changez encore d'école, ben, c'est plus simple d'avoir son adresse mail personnelle ici. Mais peu importe, vous pouvez changer l'adresse mail, vous mettez ici votre nouvelle adresse mail et vous suivez les étapes. Et la prochaine fois que vous allez devoir vous connecter, vous mettez votre nouvelle adresse mail et votre ancien mot de passe. Voilà. Dans certains cas, vous avez toujours travaillé avec votre compte BookWidget à l'intérieur de Smart School ou à l'intérieur de Google Classroom ou Teams ou autre, et donc vous ne connaissez pas votre mot de passe. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ça risque de devenir un peu compliqué. Je vais essayer de l'expliquer de manière la plus possible. Vous venez sur le site de BookWidgets, vous cliquez en haut à droite sur Se connecter et voilà. Vous vous connectez d'abord avec votre compte
Google, Microsoft ou Smart School de votre ancienne école. Puis, comme je viens de l'expliquer, vous changez votre adresse mail. Je dois d'abord me connecter ici. Euh, voilà. Vous changez votre adresse mail dans les paramètres. Et puis, le problème va être que vous n'avez pas de mot de passe parce que vous n'avez jamais utilisé de mot de passe. Donc, vous allez de nouveau vous déconnecter et vous allez vous connecter à nouveau et vous mettez mot de passe oublié ou envoyez-moi un code par courriel plutôt. Oui, c'est une nouvelle fonctionnalité. Vous mettez votre adresse mail, votre nouvelle adresse mail que vous venez de changer et vous cliquez sur envoyez-moi un code de connexion par courriel. Vous suivez les étapes et après, vous pouvez vous connecter. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose de faite. On change l'adresse mail, première étape. Puis, votre compte est peut-être encore lié à des plateformes numériques de votre ancienne école, que ce soit Teams, Smart School ou autre. Vous pouvez dissocier ici et vous pouvez l'associer à un compte Microsoft, Google ou Smart School de votre nouvelle école si vous l'avez déjà obtenu. Vous pouvez le faire à partir d'ici ou l'autre possibilité, c'est que vous allez vous connecter à la plateforme de votre nouvelle école, vous allez accéder à beaucoup de jets comme vous l'avez toujours fait, et la toute première fois, on vous demandera on va vous dire, est-ce que vous avez déjà travaillé avec beaucoup de jets, oui ou non? Et vous dites oui, et vous suivez les étapes, et vous pouvez associer votre compte existant à cette nouvelle plateforme. Donc il y a deux méthodes pour le faire. Voilà. Et une troisième chose, c'est la clé de licence. Donc vous demandez à votre nouvelle école s'il y a une clé de licence beaucoup de Jets et vous allez cliquer sur le petit bonhomme ici en haut à droite, vous allez sur abonnement et vous allez saisir la clé de licence de la nouvelle école ici. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, mais j'avoue, il y a trois grandes étapes. Si vous travaillez avec Smart School, sachez que la licence est gérée dans la configuration générale de Smart School. Donc, vous allez devoir demander à votre admin Smart School de vous ajouter à la licence. Voilà, vous avez tout le résumé avec les liens importants ici dans les slides. Ok, quelques étapes, quelques conseils pour les groupes et les dossiers pour créer une structure claire. Assurez-vous que les noms des groupes dont vous êtes membre ne correspondent pas aux noms de vos cours dans vos plateformes numériques. Je vais vous montrer ça. Ici, quand je vais dans mon compte, je vais sur Créer. Vous voyez que j'ai à gauche Géographie troisième, Géographie quatrième. Ce sont des dossiers, donc les onglets, ce sont en fait des dossiers ou des groupes plutôt qui sont créés automatiquement parce que dans mon environnement Smart School, je peux vous montrer, je vais me connecter en tant qu'enseignant, j'ai ici les cours géographie troisième et géographie quatrième. OK. Qu'est-ce qu'on vous déconseille? Ben, vous savez, je pense qu'on peut créer ses propres groupes aussi. Quand on va sur collaborer, si vous créez votre propre groupe, ne l'appelez pas géographie troisième parce que vous aurez deux fois géographie troisième dans la liste ici à gauche et vous n'allez plus savoir lequel des deux vient de votre plateforme numérique et lequel des deux est celui que vous venez de créer. Voilà. Autre conseil que vous avez vu sur le slide, c'est de dupliquer les widgets qui vous intéressent des groupes publics, notamment vers votre propre compte. Donc, par exemple, quand je vais sur collaborer, est-ce qu'il y a déjà un groupe géographie? Je ne sais plus. Il y a un groupe en anglais, il y a un groupe ici en français, mais il n'y a pas encore des choses dans géographie. Dans physique, il n'y a rien non plus. Non, biologie, il y a je ne suis pas dans le bon groupe. Ah, ici. Dans chimie, il y a quelques exercices. Si je veux les utiliser, on vous conseille plutôt de les dupliquer
vers votre propre compte et je peux la mettre au niveau de mes widgets ou dans un autre groupe ou dans un sous-dossier. Ça, c'est une option, une astuce pour la rentrée. Et puis, travailler avec des dossiers dans l'onglet My Widgets. Euh, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas, loin de là, une bonne structure. Moi, j'ai quelques dossiers. J'ai travaillé un peu avec des numéros ici en haut. Ça, c'était encore une astuce pour créer mon top 4 de dossiers plus importants en haut. Après, j'ai surtout l'exemple à ne pas faire, hein, la longue liste des widgets sans structure. Il faut vraiment que je range un peu, que je mette un peu de l'ordre dedans. Pour vous donner un bon exemple, il y a un groupe qui existe, un groupe public, Teaching English, où là, on a une jolie structure avec des dossiers, avec aussi des emojis qui vont aider à retrouver plus facilement. Ok, là j'ai des exercices de compréhension orale et puis des sous-dossiers avec des podcasts et des courts-métrages, par exemple. Donc voilà, ça c'est un bon exemple. Et remarque pour Smart School, ça c'est toujours un peu difficile à comprendre quand on débute. Là, je suis dans Smart School. Je suis dans le cours géographie troisième, ou je vais plutôt prendre l'autre cours géographie quatrième. OK. Et je vais sur exercice, gestion, nouveau, nouvel exercice BookWidgets. Et j'ai mon compte BookWidgets qui s'affiche ici. Et j'ai surtout ici euh, un seul widget qui se trouve dans ce groupe géographie quatrième. Mais ce n'est pas limitant. Je peux parfaitement aller regarder dans le groupe géographie troisième parce que peut-être qu'il y a un widget de révision ou un widget que je n'ai pas pu faire l'année dernière par un manque de temps. Et donc là, je suis dans Smart School, toujours dans géographie quatrième, mais je vais chercher un widget dans le groupe géographie troisième. Par exemple, ici, un exercice sur l'Union européenne. OK, je vais le partager. Donc, peu importe où il se trouve, je peux le partager avec mes élèves. Donc, pas besoin de dupliquer quoi que ce soit d'un groupe vers l'autre pour le partager avec les élèves. Donc voilà, c'est fait. Autres astuces, travailler avec une description, avec l'onglet à propos et avec des emojis. Je vais vous montrer un bel exemple pour un article de notre blog qui a été publié, je pense, la semaine passée. Je vais donc ici aller sur le groupe BookWidgets blog et on a publié quelque chose qui s'appelle les affirmations quotidiennes. Voilà, ce sont des petits jeux, des petites activités avec des affirmations positives pour les élèves. Et donc, ma collègue a créé 3 dossiers parce que parmi ces activités qu'elle a développées pour l'article du blog, il y a des jeux du pendu, mais actuellement c'est le bonhomme de neige. Il y a des jeux de mémoire et il y a des puzzles. Et quand on va regarder les puzzles, donc vous avez vu la bonne utilisation des emojis. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici? Euh, il y a la liste, il y a... Ah, j'ai pas le droit de modifier, je vais donc dupliquer. Comme ça, je peux quand même vous montrer l'exemple. Mais déjà, vous le voyez dans la liste, hein. Il y a sous chaque widget la description. Et ça, c'est l'affirmation positive que les élèves vont découvrir. Mais ils vont le découvrir, donc on ne veut pas encore leur donner cette phrase-là. Et c'est tout à fait correct, comme ça a été fait ici. Je vais vous montrer. Donc là, on vient de dupliquer, mais je le retrouve. Ah voilà, il est là. Je vais vous le montrer. Donc là, c'est le titre qui sera visible pour les élèves. Et juste en dessous, c'est la phrase que les élèves vont découvrir dans le puzzle.
mais qui n'est pas visible pour eux. Donc ça, c'est la description. On peut aussi y mettre version 2 du widget ou version facile. Ça sera jamais visible pour l'élève, mais ça le sera par contre pour vous quand vous regardez votre liste de widgets. Donc ça peut être intéressant. Je vais remettre la phrase qui s'y trouvait. Voilà. Je vais prendre l'aperçu pour vous montrer un peu l'idée de l'activité. Hein, on a un puzzle que je ne vais pas entièrement compléter, mais quand les élèves font l'exercice, ils vont découvrir une phrase. C'est pas facile. Donc, je vais pas faire l'ensemble de l'activité. Bon, ça m'aide pas beaucoup, la pièce que j'ai trouvée là. Non, je vais m'arrêter là. Mais vous avez compris le principe, hein. Ils vont voir une phrase ici et la phrase, ça sera I carry something positive into every room I step into parce que je vois ici. De plus, ma collègue a ajouté des infos dans la partie à propos. Et tout ce qu'on met dans à propos n'est pas visible pour les élèves, donc ça peut être intéressant. Voilà, ici, par exemple, elle a mis son adresse mail. Si jamais quelqu'un trouve une faute de frappe dans l'exercice, cette personne pourrait envoyer un mail à Kate et Kate pourrait corriger. Et puis, il donne des instructions, encore une fois, qui sont visibles que par les éditeurs, donc pas par les élèves. Voilà. J'ai présenté les 3 points. Quelques trucs et astuces supplémentaires, quelques derniers conseils pratiques. Travailler avec des modèles, désactiver les emails, exporter la liste des widgets et importer des questions. Je vous explique tout ça. Qu'est-ce qu'un modèle? Ben, en anglais, on l'appelle un template, hein. C'est l'idée de ne pas toujours remettre tout en place au niveau de la mise en page et aussi au niveau de certaines options quand vous allez créer un widget. Et il n'y a pas d'option pour créer des modèles dans BookWidgets, mais il y a une façon d'obtenir quasiment la même chose que je vais vous montrer. Je reviens sur mon compte et je vais sur mes widgets. Et vous voyez le dossier 0 tout en haut, modèle. J'ai ici plusieurs modèles de widgets et quand on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, et vous voyez que là aussi j'ai utilisé la description. Il y a une version avec calculatrice et l'autre version c'était sans calculatrice. Il n'y a pas de vraie question dedans, juste une question texte. Et dans cette question texte, j'ai une image que j'ai générée avec de l'IA avec un logo fictif de l'école. Et puis j'ai configuré certains paramètres. Je veux par exemple que par défaut, le widget va, quand l'élève envoie ses réponses, le widget va afficher les erreurs et les bonnes réponses, mais ne va pas donner les réponses attendues. Donc là où l'élève s'est trompé, on ne va pas lui donner en cadeau la bonne réponse. Voilà, ça c'est un paramètre que je veux pour la plupart de mes widgets. Je prends l'aperçu, vous voyez, il n'y a aucune question, il y a juste la question texte qui contient l'entête. J'ai aussi changé la couleur d'arrière-plan. La prochaine fois, quand je vais créer une feuille de travail, je ne vais pas aller sur créer un widget et créer une nouvelle feuille de travail. Je vais venir ici et je vais dupliquer ce modèle qui est en soi juste un autre widget, mais c'est un widget qu'on va jamais terminé et jamais partagé avec les élèves. Donc je prends celui-là, je vais le dupliquer, ou je prends l'autre si je veux la version sans calculatrice, je vais dupliquer cette version-là. Et voilà, ensuite je vais y ajouter mes questions. Donc ça c'est une façon de créer des templates. Avec un design, avec éventuellement déjà des questions qui se trouvent dedans. Si vous avez la même grille d'évaluation que vous utilisez souvent, vous pouvez faire la même chose, hein. Vous le mettez dans un modèle et vous réutilisez ce modèle à chaque fois. Désactiver la réception d'emails. Il y a des enseignants qui me disent je reçois trop d'emails de BookWidgets parce que je reçois un email pour chaque envoi d'un élève. Je pense que là, effectivement, on va devenir fou. Donc, ça, vous pouvez le désactiver si vous allez sur votre compte, paramètres. Et l'option ici, la première option dans la deuxième partie, travaux d'élèves,
c'est de désactiver l'envoi des soumissions par email parce que de toute façon, on va retrouver les travaux sous l'onglet ou dans l'onglet corrigé. Donc, vous n'avez pas besoin de cet email, c'est juste une façon d'être averti, d'être notifié. Mais à mon avis, c'est pas nécessaire parce que sauf si vous avez très peu d'élèves, si vous utilisez beaucoup de Jets pour des cours particuliers, mais je pense que si vous avez plus de 20 élèves, vous allez devenir fou si pour chaque travail, vous recevez un email. Exporter la liste des widgets, c'est possible. C'est une fonctionnalité, encore une fois, qui existe, mais qui est peu utilisée et je vois pas trop, même moi-même, à quoi ça pourrait servir, juste peut-être pour montrer à la fin de l'année ce que vous avez fait. Euh, on peut aller dans chaque dossier. Donc, je vais sur le dossier. Prenons lequel? Je prends Charlemagne. Il est vide, donc ça sert à rien. Je prends Journée mondiale de l'Afrique. Ici, avec les trois petits points, on peut exporter la liste des widgets. On va obtenir un fichier euh, CSV. Alors, on obtient une liste sous format HTML, mais on peut télécharger au format CSV. Ça peut juste être intéressant si vous voulez. Vous allez être remplacé par quelqu'un et cette personne veut obtenir tous les liens de l'enseignant de chaque widget. Là, ça peut être intéressant parce que cette personne pourrait décider, OK, je vais effectuer une copie dans mon compte de tel et tel widget. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est plus intéressant de créer un dossier, se collaborer, créer un groupe plutôt et inviter cette personne dans le groupe et mettre tous ces widgets dedans. Voilà. Euh, Importer des questions, c'est possible de créer d'importer des questions d'autres widgets et de documents existants. Donc, vous pouvez importer des fichiers Word ou PDF. Je vais vous montrer. Je vais créer un nouveau widget, une feuille de travail. Et au lieu de tout créer manuellement ici, on va cliquer sur les trois petits points et importer des questions d'un autre widget. Et comme vous avez vu sur le slide, ça vous permet de créer un widget avec une centaine de questions que vous n'utilisez jamais en réalité, mais qui va servir comme banque de questions. Et puis, vous prenez cette question et vous allez sélectionner certaines questions de cet exercice-là, ce widget-là, qui est votre banque de questions. Ou par exemple ici, hein, on a un examen avec plus de 15 questions, je veux en récupérer 3, hein, le numéro 2, 5 et 7, je peux les importer ici dans mon exercice, ça se fait très rapidement. Donc ça, c'est importé à partir d'un widget. On peut aussi importer à partir d'un document docx, PDF ou CSV. J'ai ici un document Word avec des questions. Je vais sélectionner ce document Word. La mise en page va disparaître, ce n'est pas grave. Je peux maintenant indiquer quelles sont les questions que je veux récupérer et vous devez indiquer, OK, ça c'est un QCM et ça ce sont les options, la bonne réponse et les distracteurs de mon QCM. Là, j'ai une nouvelle question. Ça c'est une question ouverte, donc question avec réponse sur une ligne. Il y avait une image dans le document Word, donc je vais récupérer l'image. J'ai ici une troisième question. C'est une question texte à trous. Je sélectionne la partie texte et finalement j'ai une question avec des caractères mathématiques et donc c'est une nouvelle question de type équation et je sélectionne cette partie-là comme texte pour le développement et on va importer et ma feuille de travail avait déjà trois questions et maintenant il y en aura sept. Je prends l'aperçu. Et on va voir que effectivement, il a importé le QCM, il a importé la question avec l'image, il a importé le texte à trous et il a reconnu les pointillés comme les mots à compléter et il a importé la question équation. Il n'a juste pas ajouté les bonnes réponses. Euh, Ça, il faut encore le faire et éventuellement quelques paramètres, mais ça vous permet quand même de gagner beaucoup de temps. Et voilà, j'ai fait le tour. Merci d'avoir suivi ce webinaire.